Bah oui, c'est une belle histoire, l'histoire européenne. C'est un récit assez fantastique. Ça commence loin, loin, très loin. Déjà, on a des prémices, non pas de l'Europe comme continent constitué, mais des prémices de l'idée d'Europe chez les Grecs et les Latins, avec chez les Grecs l'invention de la démocratie, imparfaite, certes, il reste des esclaves, et chez les Romains avec le droit et le poids de la loi. Donc là, ce sont les prémices de l'Europe, et jusqu'à l'Empire de Charlemagne, c'est balbutiant, et ensuite ça se développe de manière assez spectaculaire dans des endroits assez intéressants, les monastères, les universités, les cathédrales, etc. Il y a une sorte de bouillonnement culturel, et surtout ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, et on a une image de cette époque comme une époque repliée, alors que les idées, le commerce, tout ça circulait formidablement en Europe, c'était un bouillon culturel, un bouillon commercial assez intéressant. Mais effectivement, la mémoire qu'on a, c'est toutes les guerres, les divisions, etc. Et donc la perception de ce bouillonnement est un peu éteinte parce qu'on sait, ce que les historiens nous ont appris, de cette période. Mais quand même, l'idée que chaque principauté était enfermée dans ses frontières est fausse. En Europe, ça circulait, ailleurs dans le monde aussi, donc ce n'est pas une particularité européenne, mais c'était quand même le signe d'un dynamisme et d'une richesse formidable. Et puis il y a des événements exceptionnels, la découverte de l'imprimerie, les idées circulent, et des schismes ou des ruptures se produisent en tous les cas avec la réforme, les thèses de Luther, etc., la critique d'une forme de catholicisme un peu pesant et un peu empesé. Tout ça clive, mais en même temps, quelle dynamique intellectuelle, quelle force des idées, et on chemine comme ça au fil des siècles jusqu'à l'explosion des Lumières, la richesse de l'invention, des inventions des philosophes de cette période, c'est formidable, et on voit bien là émerger quand même tout le courant qui nous porte encore jusqu'à aujourd'hui, l'idée de liberté, d'émancipation, etc. Donc tout ça, c'est né en Europe, ça a essaimé ailleurs dans le monde, puisque les États-Unis, d'une certaine façon, sont aussi une fille de l'Europe, etc. Tout ça, c'est une richesse formidable. C'est le point important. Aujourd'hui, au point où on en est, la question des frontières de l'Europe est une question un peu absurde. Où est-ce qu'on arrête l'Europe? Puisqu'encore une fois, ont vocation à intégrer l'Europe des pays qui ne sont pas historiquement dans la vieille Europe, mais qui, parce qu'ils développent des qualités, parce qu'ils respectent la démocratie, etc., ont pourquoi pas vocation à intégrer l'Europe. C'est le débat actuellement avec les pays des Balkans et même la Géorgie ou l'Ukraine. La question est sur la table. Oui, alors dans ce numéro exceptionnel, on demandera à des Européens non pas français, mais qui vivent dans des pays différents. Le partenaire principal de la France en Europe, c'est l'Allemagne. Donc on demandera à une théologienne allemande, un théologien hongrois et un auteur italien de s'exprimer sur la perception de l'Europe dans leurs pays respectifs. Et le comparatisme est toujours intéressant. C'est-à-dire, en France, on a des projections, des visions de l'Europe, mais il est intéressant de voir dans les pays partenaires de la France ce que pensent les citoyens de ces pays-là de l'Europe. Parce que l'Europe, encore une fois, la logique principale de l'Europe, c'est pas l'addition de différences, c'est la fabrication à partir de différences de compromis créatifs qui ont permis à l'Europe d'essayer de solder les traumatismes des deux grandes guerres du premier XXe siècle, la Première Guerre mondiale et la Seconde, et d'essayer de construire sur le continent un pôle de prospérité et de paix. Et objectivement, depuis la fondation de l'Union européenne, l'Europe a apporté la paix et la prospérité sur ce continent.
Majoritairement, c'est peu probable, mais fort en tous les cas. Mais l'aspect intéressant, c'est ça aussi le génie de l'Europe. D'une certaine façon, on assiste partout en Europe à une poussée des idées nationalistes, populistes, voire d'extrême droite, mais dans le système électoral et le rapport de force tel qu'il est, ces forces ne seront pas majoritaires dans le prochain Parlement. Ça, on peut le dire avec certitude. Mais effectivement, cette poussée ou ces revendications identitaires auront des effets sur la dynamique européenne et les débats au Parlement européen. Dans chacun des pays, les élections européennes sont, quoi qu'en disent les uns ou les autres, l'occasion de mesurer un rapport de force. Et en France en particulier, si on regarde les projections électorales, la majorité présidentielle ne sera pas en position de force. Et cette question est intéressante, c'est-à-dire, on peut considérer que les élections européennes ne sont qu'européennes, mais on ne peut pas ne pas envisager l'hypothèse que des élections qui seraient très défavorables à la majorité présidentielle n'aient pas des effets considérables sur les débats politiques français. Le président de la République et ses alliés ont raison de dire que ce sont des élections européennes, donc elles n'ont pas, sur le plan institutionnel, de conséquences directes sur la vie politique française, mais en même temps, c'est parce que la circonscription est nationale, c'est-à-dire on votera en France pour élire les eurodéputés, ça donnera une photographie de l'état de l'opinion sur des questions franco-françaises et sur le rapport de force entre les différentes partis politiques du paysage français. Donc imaginez que c'est sans conséquence sur la vie politique nationale, c'est largement une illusion. D'ailleurs, et les uns et les autres y réfléchissent. Ceux qui espèrent être vainqueurs, évidemment, poussent leurs pions, mais ceux qui craignent d'être battus essayent de trouver des réponses à un résultat qui ne leur serait pas formidablement favorable. Donc, compte tenu des fièvres populistes en Europe, il n'y a pas de raison. L'optimisme viendrait que ces élections se tiennent et que la démocratie continue à vivre en Europe. L'inquiétude viendrait de manière balancée du fait que les forces qui ont le vent en poupe ne sont pas des forces très favorables à l'idée européenne. Et il y a un enjeu quand même dans cette élection, même si encore une fois, on n'aura pas un triomphe populiste, enfin, on aura une poussée populiste, mais pas une majorité populiste au Parlement européen, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, les débats vont porter la marque de cette pression populiste, de l'état de l'opinion en moyenne en Europe. La France n'est pas la seule concernée par ces phénomènes. Et mon inquiétude vient plutôt que la montée en puissance des nationalismes ou des populismes n'éteindra pas l'élan européen, mais le rendra beaucoup plus compliqué à déployer. Et encore une fois, jusqu'à présent, le génie de l'Europe a consisté à avancer régulièrement vers des progrès considérables dans le rapprochement entre les différents pays qui composent l'Union européenne. Et ça, j'ai peur qu'on assiste pour un temps à un temps d'arrêt. Mais la remarque est juste aussi, toute l'histoire de l'Europe contemporaine, celle de l'Union européenne, toute l'histoire de l'Europe contemporaine a été une tension constante entre les velléités nationales et les aspirations à plus d'unité en Europe. Cette tension ne disparaîtra pas, mais dans cette tension, les rapports de force risquent de se modifier un peu.